Bonjour à tous, merci d'être là encore aujourd'hui. Donc on a vu dans les premiers cours les principes de la sélection naturelle et la semaine dernière comment on pouvait l'appliquer à l'évolution de comportement. Et donc on va voir cette semaine d'autres types de comportements qui peuvent être a priori, ou de caractères qui peuvent être a priori difficiles à expliquer par sélection naturelle, et on va voir les hypothèses qui existent et les preuves pour ou contre ces hypothèses. Donc en particulier, on va voir pourquoi autant d'espèces se reproduisent de façon sexuée. On va voir que la réponse n'est pas évidente. Même dans les espèces qui se reproduisent de façon sexuée, pourquoi il y a plein d'espèces où il y a des mâles et des femelles? C'est aussi une question en biologie évolutive qui n'est pas évidente. Il y a d'ailleurs des espèces où il n'y a pas de sexe différent, hein. Tout le monde est capable de se reproduire avec tout le monde, où il peut y avoir des milliers de tests de sexes différents, comme chez les champignons. Et même dans les espèces où il y a des mâles et des femelles, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles, surtout dans les espèces où la plupart des mâles ne se reproduisent pas? Et pourtant, il y a toujours autant de mâles que de femelles. Donc on va voir comment on peut expliquer ça. Et on finira par un autre type de caractère, hein. Pourquoi on vieillit, pourquoi il y a de la sénescence dans beaucoup d'espèces, mais encore une fois, pas dans toutes les espèces. Comment on peut expliquer ça par sélection naturelle, alors qu'on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir une sélection pour une plus grande longévité. Donc pour commencer par la reproduction sexuée, hein, comme disait Woody Allen, la réponse est l'amour, mais en attendant la réponse, le sexe pose des questions assez intéressantes. Donc en effet, hein, c'est un vrai énigme en biologie évolutive. Pourquoi il y a autant d'espèces qui se reproduisent de façon sexuée? C'est très répandu dans le monde vivant, en tout cas dans les espèces qu'on a le plus l'habitude de remarquer dans notre environnement, hein. Donc chez les animaux, bien sûr, chez les champignons, si les champignons que vous ramassez dans les forêts, les carpophores, c'est l'organe sexué des champignons, hein, qui produit des spores sexués. Sinon, leur forme de vie, c'est des mycéliums dans le sol ou dans des plantes. Et chez les plantes, la reproduction sexuée, hein, c'est en particulier chez les angiospermes, hein, les plantes à fleurs, il y a un transfert du pollen, des gamètes mâles, vers les plantes femelles pour produire des graines qui sont issues de reproduction sexuée. Et pourtant, il existe aussi des espèces qui se reproduisent de façon clonale, sans mélanger leurs gènes avec un autre individu. Alors, vous voyez ici les plantes, souvent, elles sont capables de se reproduire de façon clonale. Par exemple, ici, en produisant des organes qui vont pouvoir disperser et s'enraciner plus loin et qui sont exactement génétiquement identiques à la plante qui les a produites. C'est une forme de reproduction clonale. Il y a des animaux qui sont capables de se reproduire de façon clonale. Il n'y a que des femelles qui se reproduisent, qui font des enfants strictement identiques à elles-mêmes. Aussi chez des crustacés, chez des pucerons, chez les champignons, hein, quand on voit des spores comme ça qui se multiplient, c'est de la reproduction clonale. Un individu produit des spores qui dispersent plus loin, qui sont génétiquement strictement identiques à l'individu qui leur a donné naissance. D'autres organes de dispersion clonale des plantes, hein, c'est des tubercules qui vont disperser plus loin et donner une autre plante strictement identique à la plante mère. Des petits animaux aussi, des rotifères, aussi des stolons, c'est une forme aussi de dispersion végétative clonale des plantes. Donc, c'est quoi par définition la reproduction sexuée? C'est le mélange de gènes de deux parents pour donner un descendant. Hein, classiquement, en tout cas chez les eucaryotes, il y a une méiose, c'est-à-dire qu'à partir d'un individu diploïde qui a deux groupes de chromosomes issus de chacun de ses deux parents, eh bien, il y a une méiose, c'est-à-dire qu'on va former des gamètes haploïdes avec un seul set de chromosomes et avec des mélanges. On voit ici le set de chromosomes issus par exemple du père en bleu et de la mère en rouge. Il y a ce qu'on appelle des crossing over, de la recombinaison. Donc les chromosomes s'échangent des fragments. Et en plus, ils sont dispersés dans les gamètes, répartis dans les gamètes aléatoirement suivant s'ils viennent d'un des deux parents. Donc il y a des mélanges génétiques au niveau de la méiose. Et quand les deux parents, il y a une fécondation qui donne un nouvel individu avec deux sets de chromosomes et qui sont un mélange des chromosomes des deux parents. Donc c'est ça la reproduction sexuée, hein. C'est un mélange génétique du matériel génétique des parents. Et ça s'oppose à la reproduction clonale. Donc ici, on a ce qu'on vient de voir, un mélange à la fois inter- et intrachromosome du matériel génétique des deux parents. Et ici, au contraire, par exemple chez une bactérie, une reproduction clonale. Donc il y a les descendants sont strictement identiques aux parents à la mutation près. Il n'y a pas d'échange génétique avec d'autres chromosomes. Donc pourquoi est-ce qu'il y a de la reproduction sexuelle? La réponse classique, c'est parce que ça fait de la diversité génétique, c'est bon pour l'espèce, ça lui permet de s'adapter. Alors effectivement, hein, on voit c'est un mélange génétique,
ça crée de la diversité génétique et ça permet une adaptation plus rapide. Par exemple, si on regarde ici le nombre d'individus qui ont une valeur sélective donnée, c'est-à-dire la valeur sélective, c'est une estimation du nombre de descendants, c'est-à-dire du nombre de copies de gènes qu'un individu laisse à la génération suivante, ce qui est la mesure de la sélection naturelle. Et donc ça peut être pour un caractère comme la taille, la capacité à acquérir des ressources. Comme la reproduction sexuée crée des mélanges entre les parents, il y a une plus grande diversité de caractères, de phénotypes chez les descendants. Donc si on a des descendants clonaux ici, on aura une certaine variance, et on aura une plus grande variance pour une population ou une descendance issue de reproduction sexuée. Et donc en particulier, il y aura effectivement plus de descendants avec une plus grande valeur sélective, avec des caractères plus bénéfiques. Ça crée de la diversité et ça crée des combinaisons qui sont plus avantageuses que chez les parents. Là, une autre représentation de la façon dont la reproduction sexuée accélère l'adaptation. Donc, si on a une reproduction clonale, et on imagine qu'on part de génotypes qui vont être des allèles qui vont être petit a, petit b, petit c, et que les grand A, grand B, grand C sont plus avantageux, ont un avantage sélectif, en reproduction clonale, il faut que ces 3 mutations apparaissent indépendamment dans les mêmes génotypes, puisqu'il ne peut pas y avoir de recombinaison pour mettre ensemble 3 mutations avantageuses à des gènes différents. Donc il faudrait par exemple qu'il y ait déjà le grand A qui apparaisse, et puis dans cette lignée qui envahit, là on voit le C apparaît, mais là le grand B apparaît et il envahit, et après le grand C apparaît. Tandis que dans une population sexuée, les 3 mutations peuvent apparaître indépendamment, elles peuvent recombiner par la reproduction sexuée, et donc on voit que le génotype avantageux, grand A, grand B, grand C, apparaît beaucoup plus vite et peut envahir la population beaucoup plus vite. Donc oui, la reproduction sexuée accélère l'adaptation, augmente la diversité génétique. On peut aussi faire des expériences et le montrer plus concrètement. Donc là, c'est un exemple d'expérience qui a été faite avec des drosophiles, ces petites mouches des fruits, et on a fait évoluer 2 lignées différentes avec plus ou moins de diversité génétique. On peut les faire évoluer dans des bouteilles sur différents milieux et on les a fait s'adapter à un nouveau milieu sur lequel elles n'avaient pas l'habitude de se nourrir. Et donc on a compté le nombre de drosophiles dans ces 2 lignées et on voit que la lignée en rouge avec plus de diversité génétique s'est adaptée plus vite. Les mouches faisaient plus de descendants plus vite quand la population de départ avec plus de diversité génétique. Donc oui, la diversité génétique augmente la rapidité d'adaptation. On peut montrer aussi en utilisant ces levures, c'est des champignons, les levures, et elles sont capables de se reproduire soit de façon sexuée, soit de façon clonale. Et donc on peut les forcer à se reproduire de façon seulement clonale, ici en bleu, ou sexuée, ici en rouge. Et pareil, les faire s'adapter à un nouveau milieu. Et donc ça, c'est la valeur sélective, donc par exemple le taux de croissance ou le nombre de descendants qu'il laisse. On voit qu'il augmente beaucoup plus vite sur un nouveau milieu dans la lignée sexuée que dans la lignée clonale. Donc oui, la diversité génétique, la recombinaison, permet une adaptation plus rapide. Mais est-ce que ça suffit ? Est-ce que ça suffit à expliquer pourquoi la reproduction sexuée a évolué et pourquoi elle se maintient ? Donc c'est bon pour l'espèce, ça permet de s'adapter, mais on avait vu dans les cours précédents que ce n'est pas forcément en soi une explication valable. Ça peut être panglossien, du nom de Pangloss, le précepteur de Candide dans le livre de Voltaire, qui disait que tout était pour le mieux dans le meilleur des mondes. Oui, c'est bon pour l'espèce, mais est-ce que c'est sélectionné pour ça ? Donc on avait vu, la seule façon de voir si un caractère ou un comportement peut évoluer, c'est de se demander est-ce qu'un variant génétique qui contrôle ce caractère fait plus de copies de lui-même dans la population. Donc je rappelle, vous l'avez déjà vu plusieurs fois, mais c'est vraiment important. À chaque fois, il faut revenir à ce schéma pour essayer de comprendre si on ne fait pas d'erreur de raisonnement. Donc l'idée, c'est si j'ai un variant qui fait de la reproduction sexuée, qui contrôle le fait de se reproduire de façon sexuée, est-ce qu'il va faire plus de copies de lui-même à la génération suivante qu'un variant qui fait de la reproduction clonale ? C'est la seule façon de se demander, pour comprendre si ce caractère peut vraiment se maintenir et évoluer par sélection naturelle. Et donc, effectivement, à long terme, la diversité génétique et la reproduction sexuée permettent de s'adapter plus vite, mais à court terme, ça a un coût énorme. Donc, par exemple, oui, la reproduction sexuée fait plus d'individus qui ont une meilleure valeur sélective, mais il fait aussi plein d'individus qui ont une moins bonne valeur sélective que les parents, puisqu'il augmente globalement la variance. Et cette adaptation, elle se fait à long terme.
à court terme, hein, s'il y a une population clonale qui est sélectionnée pour s'adapter à un milieu, elle va avoir un génotype qui est bien adapté à ce milieu. Et si elle mélange ses gènes avec un autre individu, peut-être ça fera quelque chose qui est moins bien. Hein, si vous avez 2 jeux excellents au poker ici, un carré d'as ou une canne flush, si vous les mélangez, ça fera quelque chose qui n'est pas bon du tout. Donc le mélange et la recombinaison, ce n'est pas forcément à court terme avantageux. On voit ici une expérience qu'on avait fait au laboratoire entre 2 souches de champignons qui poussent très bien, hein, une verte mais une jaune de la même espèce, qui est bien adaptée des souches de laboratoire, qui poussent très bien. Quand on les fait se reproduire entre elles, elles donnent des descendants qui sont beaucoup moins bien. Chacune a une combinaison d'allèles bien adaptée entre eux à bien fonctionner, mais quand on les mélange, ça fonctionne moins bien que les parents. Et un problème presque encore plus grand, hein, c'est donc la reproduction sexuée avec des mâles et des femelles. Donc, on a une femelle qui fait des gros œufs, plein de ressources, qui enlève la moitié de ses gènes et qui accepte qu'un mâle, qui la plupart du temps apporte aucune ressource pour produire les descendants, mette la moitié de ses gènes à la place. Alors qu'une femelle clonale, elle garde ses gènes, ces 2 sets de gènes, et donc toutes les ressources qu'elle investit servent à faire des copies de ses propres gènes. Alors c'est ça qui compte pour la sélection naturelle, hein. C'est le nombre de copies de gènes que vous laissez à la génération suivante. Un exemple encore plus frappant, hein, c'est chez cette lamproie baudroie abyssale. Donc on voit ici la femelle, ici le mâle tout petit, qui se greffe à la femelle, hein, qui ne fait rien d'autre dans la vie qu'être greffé à la femelle, prendre ses ressources et lui transférer ses spermatozoïdes. Et donc la femelle, elle acquiert toutes les ressources pour élever les petits, et elle accepte d'enlever la moitié de ses gènes et de mettre la moitié de gènes d'un mâle à la place. Un autre exemple assez frappant, c'est ces vers plats qui sont hermaphrodites, donc qui sont capables de jouer le rôle mâle et le rôle femelle, mais ils se battent pour jouer le rôle mâle, qui est évidemment moins coûteux et qui permet de laisser plus de copies de gènes en investissant moins de ressources. S'ils mettent leurs gènes dans les œufs que font un autre individu, ils auront investi beaucoup moins de ressources pour exactement le même nombre de descendants. Et donc ils se font des batailles de sperme, ils se jettent les spermes à la figure et qui ont des molécules qui digèrent le corps de l'autre pour pouvoir pénétrer dans le corps de l'autre, et ça peut donner des gros trous, voire couper carrément en 2 l'autre individu. Parce que le rôle mâle, pour le même nombre de descendants, coûtera beaucoup moins de ressources et donc permettra de faire beaucoup plus de copies de gènes pour la même quantité de ressources investies. Donc c'est vraiment comme ça qu'il faut raisonner, hein, de se demander si un caractère qui induit la reproduction sexuée va faire plus de copies de lui-même à la génération suivante qu'une femelle qui se reproduit de façon clonale. Or, ce n'est pas le cas. Hein, si on prend l'exemple d'une femelle qui se reproduit de façon sexuée, qui est la seule à s'occuper des enfants, hein, comme dans la plupart des espèces, c'est-à-dire que seules les femelles sont limitantes pour le nombre d'enfants produits, et on peut imaginer que chaque femelle fait 2 enfants à chaque génération. Donc à chaque génération, on va voir pourquoi elle fait en moyenne un mâle et une femelle. Et donc on voit que si elle fait 2 enfants à chaque génération, la population va rester stable et on va rester avec un mâle et une femelle à chaque génération. Si un variant génétique apparaît qui permet à une femelle de se cloner, de faire toute seule un enfant identique à elle-même, donc une femelle, et de la même façon, elle peut faire 2 enfants à chaque génération. Elle va faire 2 femelles, qui elles-mêmes vont faire 2 femelles, qui elles-mêmes vont faire 2 femelles. On voit qu'il y a un avantage de 2 à chaque génération. Donc ça va être 2 puissance le nombre de générations. Et donc au bout de 30 générations, il y aura 1 milliard ici de descendants de cette femelle clonale, contre seulement 2 pour cette femelle sexuée. Donc on voit que le nombre de copies de gènes que laisse de ce variant qui permet la reproduction clonale, il va se répandre très vite dans les populations et devrait envahir les populations qui devraient devenir complètement clonales. Effectivement, si on simule ça avec un petit modèle mathématique tout simple, on prend une population sexuée de 10 000 individus, on fait apparaître ici une mutante clonale, et donc qui fait 2 fois plus de descendants à chaque génération, on voit qu'en une vingtaine de générations, elle envahit complètement la population. Donc, et on sait, on a vu qu'il y a des espèces qui se reproduisent de façon clonale dans à peu près tous les groupes vivants, à part les mammifères. Et donc, des variants génétiques qui permettent la reproduction clonale devraient pouvoir apparaître.
et donc devrait envahir les populations. Donc pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de population clonale? Il y a en plus d'autres coûts, donc ça on appelle le double coût des mâles ou le double coût de la reproduction sexuée, mais il y a d'autres coûts supplémentaires à la reproduction sexuée, le temps de trouver un partenaire sexuel qui n'est pas toujours évident, le coût physiologique de faire la méiose, le risque pendant la reproduction sexuée de la prédation, d'attraper des parasites. Donc ça, c'est une maladie sexuellement transmissible des plantes, par exemple, un champignon qui produit ses spores dans les anthères de la fleur et qui est dispersé par les pollinisateurs, donc de la même façon que les gamètes mâles habituellement. Donc, chez les oiseaux, ils peuvent attraper des ectoparasites. Donc, il y a des espèces où la reproduction sexuelle demande beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Ici, c'est des punaises de lit où les mâles perforent carrément l'abdomen des femelles pour se reproduire. Donc, ça a un coût métabolique et physiologique énorme. Donc, en plus du double de coût des mâles, il y a beaucoup d'autres coûts associés à la reproduction sexuée. Et donc, pourtant, il y a de nombreuses espèces clonales. Donc, pourquoi il n'y en a pas plus? Et souvent, dans les espèces qui sont complètement clonales, et en particulier ces espèces animales, il y a des traces qui suggèrent que la reproduction sexuée a été perdue assez récemment. Donc, ces lézards sont capables de se reproduire de façon clonale, donc il n'y a que des femelles, mais elles ont quand même besoin de simuler comme une parade nuptiale pour pouvoir ovuler, comme se passe dans les espèces proches, ce qui laisse penser qu'elles ont perdu la reproduction sexuée assez récemment, puisqu'elles ont encore des traces de cette parade nuptiale, de cette reproduction sexuée. Chez ces poissons, c'est pareil, donc il n'y a que des femelles, ils se reproduisent de façon clonale, mais pour que l'embryon commence à se développer, ils ont quand même besoin que l'embryon soit stimulé par un spermatozoïde. Donc il n'y a plus de mâles dans cette espèce, mais donc elles utilisent les spermatozoïdes des espèces proches pour pouvoir se reproduire. Et donc ça laisse penser que le sexe aussi a été perdu assez récemment dans cette espèce. Donc c'est une grande question en biologie évolutive, qui d'ailleurs n'est pas complètement résolue. Il y a plusieurs hypothèses et ça n'a pas encore été complètement tranché. Et donc tout le problème, c'est de trouver des avantages à court terme qui empêchent l'invasion d'une mutante clonale qui apparaîtrait. Il faudrait qu'à chaque génération, il y ait un avantage de 2 au moins des descendants de reproduction sexuée pour contrebalancer ce double coût des mâles de la reproduction sexuée. Et donc, il y a beaucoup d'études scientifiques qui ont été réalisées pour essayer de trouver cet avantage énorme de 2 que pourraient avoir à court terme, à chaque génération, que pourraient avoir des descendants de reproduction sexuée. Donc effectivement, les descendants de reproduction sexuée produisent des descendants meilleurs que les parents, mais aussi beaucoup de moins bons. Ils s'adaptent plus vite, mais donc ça, c'est un avantage qui est trop lent pour expliquer l'avantage de 2 à court terme. Il faudrait que l'environnement change toutes les 10 générations pour que ça freine l'apparition de mutantes clonales. Il faudrait qu'il y ait besoin de s'adapter au moins toutes les 10 générations pour que ça fonctionne. Donc, la reproduction sexuée permet aussi de réparer l'ADN, de se débarrasser des mutations délétères. Si vous imaginez par exemple 2 chromosomes homologues de 2 individus différents mais codant pour les mêmes gènes avec des variants génétiques différents, et on peut imaginer ici par exemple que le petit a ce qu'on appelle une mutation délétère, c'est-à-dire ne fonctionne pas très bien, le petit b ne fonctionne pas très bien. Donc là, il y a 2 mutations délétères différentes. Avec la reproduction sexuée, on peut recréer un chromosome qui n'a plus de mutation délétère. Donc on peut purger de la population les mutations délétères en recréant des chromosomes sans mutation délétère à partir de 2 qui ont des mutations délétères différentes. Quand il n'y a pas de reproduction sexuée, on ne peut pas purger ces mutations délétères. Et donc, ce qui se passe, c'est ce qu'on appelle le cliquet de Muller. C'est un cliquet, c'est-à-dire que ça avance et on ne peut pas revenir en arrière. Le nombre de mutations délétères s'accumule inexorablement dans les populations. Vous avez ici, par exemple, une distribution de nombre de mutations délétères dans une population. Donc, il y a des individus qui n'en ont pas, des individus qui en ont une, des individus qui en ont 2. On a une distribution. Mais on a vu qu'il y a de la dérive génétique dans les populations. Elles ne sont pas infinies. Elles peuvent perdre de temps en temps même des très bonnes combinaisons d'allèles, juste par hasard, par un effet de fondation, par exemple. Et donc, régulièrement, la classe qui a le moins de mutations délétères peut disparaître par stochasticité.
Et on ne peut pas revenir en arrière, on ne peut pas recréer des chromosomes qui n'ont plus de mutations délétères une fois qu'on les a perdus, puisqu'on ne peut plus recombiner. Et donc, inexorablement, on va déplacer cette distribution vers la droite, on va accumuler de plus en plus de mutations délétères. Et donc ça a été documenté dans les populations qui sont clonales depuis longtemps, ou dans des régions du génome qui ne recombinent pas, on accumule des mutations délétères. Donc effectivement, là, la recombinaison est bénéfique, mais encore une fois, c'est trop lent. C'est-à-dire que le temps de déplacer cette distribution, ça fait plus de 10 ou 15 générations, et les mutantes clonales ont le temps d'envahir les populations. Donc quelle force pourrait être suffisante pour contrebalancer ce double coût à chaque génération? Alors il a été avancé que les parasites pourraient être une force évolutive assez forte et assez à court terme pour contrebalancer ce double coût des mâles, parce que les parasites évoluent aussi. C'est un environnement changeant à chaque génération, voire plus souvent. Les parasites, donc là vous avez le virus du Covid, là vous avez une chenille qui est en train d'être mangée vivante par des larves de parasitoïdes. Et les parasites souvent ont des tailles de population beaucoup plus grandes que celles de leurs hôtes et des temps de génération beaucoup plus courts, et donc ils sont capables d'évoluer beaucoup plus rapidement. On a vu le nombre de variants du Covid qui émergent à une vitesse impressionnante. Les parasites évoluent beaucoup plus vite que leurs hôtes. Et donc, effectivement, une femelle qui produit des descendants différents d'elle-même, peut-être qu'ils auront plus de chances d'échapper aux parasites qui se sont adaptés aux génotypes présents dans la génération précédente. Et donc faire des descendants qui sont différents de soi-même et différents des autres dans la population peut avoir un avantage à court terme énorme, parce que les parasites imposent un coût en termes de mortalité ou de nombre de descendants qui est énorme et qui pourrait être suffisant pour expliquer ce maintien de la reproduction sexuée. Donc peut-être qu'on se reproduit de façon sexuée uniquement pour échapper à nos parasites. Et il y a quelques données qui supportent cette hypothèse. Par exemple, il y a des études qui ont été faites sur ces petits escargots dans des lacs en Nouvelle-Zélande. Et donc cette espèce est intéressante parce qu'elle est capable de se reproduire de façon sexuée ou de façon clonale. Et il y a des populations où il y a des proportions de mâles différentes, donc des proportions de reproduction sexuée différentes. Et donc il y a un chercheur Kurt Lively, qui a étudié cette proportion de mâles dans les différentes populations et la proportion des parasites qui existaient dans ces populations. Et il a trouvé qu'il y avait plus de femelles sexuées et plus de mâles dans les lacs où la fréquence des parasites était plus élevée, qui laisse penser qu'effectivement, la reproduction sexuée est bénéfique et sélectionnée à court terme pour échapper aux parasites. Alors, il y a aussi d'autres études qui montrent la coévolution rapide entre les hôtes et les parasites, qui montrent à quel point les parasites évoluent vite. Donc, en utilisant ce système d'Aphnie, des petits organismes qu'on trouve dans les lacs ou dans les flaques et qui peuvent être parasités par des microsporidies, des parasites proches des champignons. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'ils sont capables de rester vivants très longtemps, même dans des couches sédimentaires. Et donc, il y a des chercheurs suisses qui ont prélevé à différentes couches sédimentaires des parasites de Daphnie et des Daphnies, et les deux étaient restés vivants. Et donc, en fait, en prélevant dans les couches sédimentaires, ils avaient comme ça des hôtes et des parasites de différentes générations en remontant dans le temps. Et ils ont inoculé les différents parasites des différentes couches sédimentaires avec les différents hôtes des différentes couches sédimentaires. Et ils ont regardé quels parasites de quelle couche sédimentaire étaient les meilleurs à infecter quel hôte de quelle couche sédimentaire. Et donc, ce qu'ils ont trouvé, c'est que les parasites contemporains donnaient le meilleur taux d'infection, étaient les meilleurs à infecter leurs hôtes que les parasites du passé ou que les parasites du futur. Ce qui montre bien que les parasites ont un coup d'avance à un temps donné. Ils sont meilleurs à infecter leurs hôtes. Ils ont évolué pour mieux infecter leurs hôtes contemporains par rapport à ce qu'ils étaient dans le passé. Et dans le futur, ils ont encore évolué pour infecter les nouveaux génotypes d'hôtes qui existent alors, et du coup sont moins bons à infecter leurs hôtes du passé. Donc il y a vraiment une coévolution, c'est-à-dire une évolution avec un effet réciproque des hôtes et des parasites. Et le plus souvent, dans la plupart des études qui ont été faites, les parasites ont un coup d'avance dans cette course aux armements parce qu'ils évoluent plus vite. Et donc là, effectivement, la reproduction sexuée pourrait du coup donner un avantage à court terme contre les parasites qui pourrait être suffisant pour contrebalancer ce double coup du sexe. Alors il y a une autre hypothèse qui a été émise et qui n'est pas exclusive, plusieurs peuvent jouer à la fois,
avec l'idée qu'en observant dans les phylogénies des espèces, on voit que souvent les espèces complètement clonales sont assez jeunes, elles ont émergé assez récemment. Et donc, comme on a vu, chez ces lézards ou chez poissons, il y a des traces de reproduction sexuée, donc qui laissent penser qu'ils ont perdu la reproduction sexuée assez récemment. À part ce qu'on a appelé des scandales évolutifs, parce que justement, normalement, à long terme, donc les espèces clonales sont moins capables de s'adapter et devraient disparaître. Il y a quand même ces rotifères qui sont clonaux depuis plus de 65 millions d'années, et donc on a appelé un scandale évolutif, parce qu'elles sont a priori moins capables de s'adapter. Et en fait, effectivement, les espèces clonales sont la plupart du temps jeunes, avec l'idée qu'elles ne peuvent pas persister longtemps. Donc en fait, il y a l'idée que les espèces... Alors quand on regarde pourquoi telle espèce se reproduit de façon sexuée et pas clonale, par exemple ces pucerons, ils sont capables, vous voyez ici une femelle qui est en train de faire une autre femelle puceron en se reproduisant de façon clonale, complètement identique à elle-même. On a vu les champignons sont capables de faire beaucoup de reproduction asexuée, et pourtant ils font de la reproduction sexuée au moins une fois par an, en général à l'automne. Ou les mammifères, on a vu, c'est le seul groupe où on ne connaît aucune espèce asexuée. Et quand on essaye de comprendre pourquoi ces espèces en particulier ne peuvent pas perdre la reproduction sexuée, alors les pucerons et les champignons, par exemple, c'est parce que les spores sexués sont les seuls organes qui sont capables de passer l'hiver. Donc ils ne peuvent pas perdre la reproduction sexuée, sinon ils ne peuvent pas perdre l'hiver. Mais ça n'a rien à voir avec la diversité génétique. Chez les mammifères, une femelle ne peut pas se reproduire de façon clonale. Il y a des expériences qui ont été faites en mettant, par exemple, en prenant un ovule et en mettant un noyau femelle au lieu de mettre un spermatozoïde, un autre noyau femelle d'un autre ovule. Et l'embryon, en fait, se développait pas, prenait pas assez de ressources. Il n'arrivait pas à se développer dans la mère. Inversement, si on prend un ovule et on met deux noyaux de deux spermatozoïdes différents, là, l'embryon, il prend trop de ressources, il se développe trop et ça ne marche pas non plus. C'est un peu comme s'il y avait une course aux armements entre le génome qui viendrait du père, qui prendrait un max de ressources de la mère, et le génome qui viendrait de la mère, qui au contraire dirait non, prends pas trop de ressources, j'ai d'autres enfants à faire après. Globalement, ça se passe bien quand il y a un noyau mâle et quand il y a un noyau femelle, mais quand il y a deux noyaux mâles, ça ne fonctionne pas, quand il y a deux noyaux femelles, ça ne fonctionne pas. Et donc la reproduction clonale ne peut pas émerger, mais ça n'a rien à voir avec la diversité génétique. Et donc globalement, on a l'impression que les espèces qui peuvent devenir clonales le deviennent, mais elles s'éteignent parce qu'elles ne peuvent pas s'adapter. Et les espèces clonales, d'ailleurs, sont assez jeunes. Les autres qui sont devenues clonales, peut-être il y a plus longtemps, elles ont disparu, on ne les voit plus. Ne restent que les espèces qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas devenir clonales. Et donc, il y aurait une sélection à l'échelle de l'espèce pour les espèces qui ne peuvent pas devenir clonales. Donc, on a essayé de tester cette idée avec des simulations mathématiques, comme on fait souvent en évolution pour tester si une idée fonctionne, si elle n'est pas panglossienne. Donc, on a simulé des phylogénies avec des lignées sexuées en noir et qui pouvaient de temps en temps donner des lignées clonales en rouge. Et on a dit que chaque lignée avait une probabilité de pouvoir donner une lignée clonale. Et cette probabilité de pouvoir donner une lignée clonale était soumise à sélection, pouvait évoluer. Donc on a laissé évoluer comme ça donc les lignées avec une très faible probabilité de devenir clonale, donc le devenaient avec une faible probabilité. Et il y avait des lignées qui avaient une forte probabilité de devenir clonale, de donner des lignées clonales ici en rouge. Et ce qu'on a observé, c'est que cette probabilité de devenir clonale diminuait au cours du temps dans la phylogénie, parce qu'en fait, donc, là vous avez en bleu et gras les lignées sexuées qui ont une faible probabilité de devenir clonale, en bleu plus fin les lignées sexuées qui ont une plus grande probabilité de devenir clonales, donc elles deviennent clonales, mais elles ne peuvent plus s'adapter, elles disparaissent, et donc ne restent au cours du temps que les lignées sexuées qui ont une très faible probabilité de devenir clonales, pour une raison qui n'a rien à voir avec la diversité génétique, parce qu'ils ont lié par hasard leur reproduction sexuée au fait de pouvoir passer l'hiver à des structures résistantes ou d'autres caractères qui fait qu'elles ne peuvent pas facilement perdre la reproduction clonale. Et donc, c'est une autre façon de le représenter. Donc, il y a une diversification au cours du temps. Les espèces qui peuvent devenir clonales, elles le deviennent à cause de cet avantage de 2 de la reproduction clonale, mais à long terme, elles ne peuvent pas s'adapter, donc elles disparaissent. Et ne restent aujourd'hui, les espèces qu'on peut observer,
que celles qui, pour une raison autre que la diversité génétique, n'ont pas pu perdre la reproduction clonale. Donc ce débat n'est pas encore tranché, hein, donc il y a toujours l'hypothèse des parasites, l'hypothèse de la sélection interlignée, qui ne sont pas exclusives. Et donc il y a Richard Dawkins qui avait parasité Richard Feynman, qui avait dit que si vous pensez que vous comprenez la théorie quantique, alors vous ne comprenez pas la théorie quantique. Richard Dawkins avait dit la même chose pour la reproduction sexuée. Hein. Si vous pensez comprendre la reproduction sexuée, alors vous ne comprenez pas la reproduction sexuée. Hein. Ça reste un peu une énigme en biologie évolutive, qui a différentes hypothèses, mais le débat n'est pas encore tranché de pourquoi il y a autant d'espèces qui se reproduisent de façon sexuée, malgré ce double coup des mâles. Alors la question suivante qu'on va essayer d'explorer, c'est alors, si dans une espèce qui se reproduit de façon sexuée, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles? Alors, ça peut nous paraître évident qu'il y ait autant de mâles que de femelles, mais ça ne l'est pas. Dans les espèces où il y a des harems, hein, donc, par exemple chez les lions de mer, les cerfs, les lions, il y a un mâle en général qui monopolise une dizaine de femelles. Ce qui veut dire qu'il y a 9 mâles qui ne se reproduisent pas du tout. 9 mâles pour un qui ne se reproduisent pas du tout. Donc pourquoi dans ces espèces il y a autant de mâles que de femelles? Et ce n'est pas juste parce que c'est des chromosomes X et Y. Hein. On sait qu'il y a des femelles qui peuvent biaiser le sexe ratio. Chez les cerfs, par exemple, les femelles dominantes produisent beaucoup plus de mâles, beaucoup plus de fils que de filles. Il y a des familles qui produisent plus de filles que de fils. Donc ce n'est pas que c'est impossible. Alors, pourtant, ça serait avantageux pour la population, dans ces populations où il y a des harems, de produire moins de mâles que de femelles, puisque la plupart des mâles, de toute façon, ne servent à rien, ne se reproduisent pas. Donc si on regarde une population, par exemple, avec un sexe ratio de 3/4, avec un mâle qui se reproduit avec 3 femelles, la population survit très bien, donne à chaque génération 3 femelles pour un mâle. Si on regarde dans la population avec un sexe ratio de 1,5, comme c'est le cas dans toutes ces espèces, hein, il y a un sexe ratio de 1,5, si les femelles sont limitantes pour le nombre de descendants, encore une fois, dans les espèces où les mâles n'apportent aucune ressource pour élever les descendants, si chaque femelle est capable de faire 2 descendants ici et ici, on voit qu'il y a moins de femelles pour faire des descendants, et donc il y a moins de descendants produits dans la population. Pour la population, c'est plus avantageux, ça serait plus avantageux de faire un sexe ratio biaisé vers les femelles dans les populations où il y a plein de mâles qui ne se reproduisent pas. Mais encore une fois, ce n'est pas la bonne façon de raisonner. Hein. Qu'est-ce qui est bon pour la population? C'est panglossien. La seule façon de raisonner, c'est, imaginons que j'ai une population avec un sexe ratio de 3/4, est-ce qu'une femelle ici qui fait plus de fils ou plus de filles va laisser plus de copies de ce variant-là qui biaise le sexe ratio? C'est la seule façon de raisonner. Si j'ai une mutante ici qui apparaît dans une population qui fait 3/4 de femelles, si j'ai une mutante qui apparaît ici qui fait que des mâles, est-ce qu'elle va laisser plus de copies de ce variant-là que la femelle qui fait 3/4 de femelles? Donc on a vu la question de pourquoi il y a de la reproduction sexuée, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles quand il y a des mâles et des femelles, mais aussi on peut se demander pourquoi il y a des mâles et des femelles. Pourquoi dans une population, il y a des individus qui font des gros gamètes pleins de ressources et qui acceptent que des gamètes qui apportent en général aucune ressource les fécondent. Et pourtant, ce n'est pas l'état ancestral. L'état ancestral, et qui existe encore dans plein d'organismes, c'est que les gamètes ont la même taille. Par exemple, chez ces champignons, donc là on a 2 gamètes en train de se croiser, de faire un pont de conjugaison, ils ont la même taille. Il n'y a pas de mâle et de femelle. Ils se reproduisent de façon sexuée, mais chaque individu investit autant de ressources dans les descendants, dans les gamètes. Et pourtant, il y a plein d'organismes où il y a des mâles et des femelles. Comment ça a évolué? Comment on est passé d'une situation ancestrale avec des tailles de gamètes identiques à une situation où il y a des individus qui font des gros gamètes et d'autres individus qui font des petits gamètes? Et pourquoi est-ce qu'il y a souvent que... Donc, même dans ces espèces où il n'y a pas de mâle et de femelle, souvent il y a des types sexuels, c'est-à-dire qu'un type peut se reproduire qu'avec un autre type, hein, plus ou moins par exemple, ou il peut y avoir... et souvent, il n'y a que 2 types de gamètes, des types sexuels, plus et moins. Donc on peut se demander pourquoi il y a des classes de gamètes qui ont besoin d'être différents pour se reproduire entre eux, et pourquoi il n'y en a que 2.
Pourquoi il n'y a pas 3 sexes différents avec 3 tailles de gamètes différentes? Pourquoi il n'y a pas plus de types sexuels que 2? Et c'est assez répandu dans le monde vivant, hein, chez les champignons. Donc il y a des types sexuels, il y a aussi des sexes différents. Il y a certains champignons qui font des organes mâles et femelles. Chez les plantes, donc il y a le pollen qui va être le gamète mâle et les ovules des gamètes femelles. Donc chez les animaux, chez les ciliés, il y a des types sexuels. Chez les algues vertes et les zoomycètes qui sont proches d'autres algues, il y a aussi des types sexuels. Donc c'est assez répandu dans le monde vivant qu'il y a des classes de gamètes, donc soit des sexes différents, soit des types sexuels, c'est-à-dire de la même taille, mais différents à un gène donné pour pouvoir se reproduire entre eux. Et pourtant, c'est le cas le plus défavorable, qui est 2 classes de gamètes. Ça veut dire que chaque classe de gamètes est incompatible avec la moitié de la population. On ne peut pas se reproduire avec la moitié de la population. Comme avait dit encore Woody Allen, la bisexualité double immédiatement vos chances le samedi soir. Si vous êtes compatible avec toute la population, vous avez beaucoup plus de chances de trouver un partenaire sexuel. Et le fait d'en avoir que 2 est le cas le plus défavorable. Chez les champignons, donc, il y a beaucoup de champignons qui ont 2 types sexuels, mais il y a aussi des champignons qui ont des milliers de types sexuels. Et effectivement, dans ce cas-là, chaque type sexuel est compatible avec pratiquement tous les autres types sexuels de la population. Donc, avoir aucun type sexuel, c'est avantageux. Il n'y a pas de restriction à trouver un partenaire sexuel. En avoir des milliers, c'est pareil. En avoir 2, c'est le cas le plus défavorable, et pourtant, c'est le cas le plus fréquent. Même chez les plantes et chez les animaux, il y a des espèces hermaphrodites, c'est-à-dire il y a des fonctions mâles et femelles, mais chaque individu est capable de faire les 2 fonctions mâles et femelles. Donc dans ce cas-là, ça augmente aussi la probabilité de trouver un partenaire sexuel. Et pourtant, ce n'est pas non plus le cas général. Et chez les champignons, il y a ce qu'on appelle l'homotalisme. On voit ici un asque avec des spores de champignons. Et là, il n'y a aucune restriction à se croiser avec n'importe qui. Chaque gamète est compatible avec tous les autres gamètes dans la population. Donc ça devrait, on peut se demander pourquoi ce caractère-là n'est pas sélectionné, puisque ça devrait favoriser, ça devrait avoir un avantage de trouver un partenaire sexuel. Donc il y a plein de situations différentes dans le monde vivant, hein. Donc il y a ce qu'on appelle l'isogamie, c'est-à-dire tout le monde a la même taille de gamètes. Anisogamie, il y a des mâles qui produisent des petits gamètes et des femelles qui produisent des gros gamètes. Des types sexuels, c'est-à-dire les tailles de gamètes sont identiques, mais il y a un gène pour lequel il faut être différent, il faut avoir un allèle différent pour pouvoir se reproduire. Et donc il y a des situations comme chez les champignons où tout le monde est compatible avec tout le monde, des situations où il y a des femelles qui doivent se reproduire avec des mâles, des situations où il y a des types sexuels, donc la même taille de gamètes, mais il faut être différent à un locus donné, et des situations chez les champignons, par exemple, où il y a les 2. Il y a des petits gamètes qui se croisent avec des gros gamètes, et il faut être différent à un type sexuel donné. Et donc, on peut se demander pourquoi il y a cette évolution de classes de gamètes différentes, pourquoi des sexes différents, pourquoi des fois chez les champignons seulement 2 types sexuels et pourquoi des fois des milliers. Et donc, encore une fois, la seule façon de se poser la question, c'est de se demander un variant qui ferait, par exemple, à partir d'une situation ancestrale où tout le monde a la même taille de gamètes, qui déciderait de faire des petits gamètes ou des gros gamètes, est-ce que ça laisse plus de copies de soi-même? Donc, en particulier, pourquoi il y a des mâles et des femelles? À partir d'une situation ancestrale où tout le monde avait la même taille de gamètes, comment on a pu passer si on représente ici la fréquence des gamètes en fonction de leur taille, la situation ancestrale, c'était qu'il y avait une seule taille, comme chez beaucoup de champignons, hein, on voit ici des gamètes en train de se croiser qui ont exactement la même taille. Comment on est arrivé à cette situation avec des individus qui font des petits gamètes et d'autres individus qui font des gros gamètes? Alors, un variant qui ferait des gamètes un peu plus petits, avec la même quantité de ressources, il pourrait en faire plus. D'accord ? Et donc, potentiellement, laisser plus de copies de lui-même, laisser plus de descendance. Donc ça, on comprend bien comment ça peut évoluer. Le fait qu'il y ait si un variant génétique fait des gamètes un peu plus petits, il peut en faire plus, il devrait laisser plus de descendants. Donc ça, on comprend bien. Mais ce qui est plus difficile à comprendre, c'est pourquoi il y en a qui continuent à faire des gros gamètes, voire qui font des gamètes encore plus gros que la taille ancestrale, puisque eux, ils investissent les ressources et ils se laissent féconder par un autre gamète petit qui n'investissent pas de ressources. Et donc il y a des modèles mathématiques qui montrent qu'on peut expliquer ça s'il faut une certaine taille de l'œuf pour qu'il soit viable.
Donc si on regarde ici la probabilité de survie, par exemple, d'un œuf en fonction de sa taille, s'il y a une fonction comme ça assez sigmoïde et assez abrupte ici, si en dessous d'une certaine taille, l'embryon a de toute façon une très faible chance de survie, alors on peut sélectionner pour des individus qui continuent à faire des gros gamètes parce que ça leur donne en fait un peu l'assurance qu'ils vont faire des descendants viables. Parce que si tout le monde se met à faire des petits gamètes, il y aura des fécondations entre des petits gamètes qui donneront de toute façon jamais un embryon viable. Et donc là, il peut y avoir un avantage sélectif, il peut y avoir une meilleure transmission d'un variant génétique d'un individu qui dit je fais des gros gamètes et au moins mes œufs seront viables et je ferai des embryons viables. Donc dans ces cas-là, les modèles mathématiques montrent qu'on peut arriver à une situation comme ça, avec une sélection d'abord d'individus qui font des petits gamètes, et après, en réponse, une sélection d'individus qui font des plus gros gamètes, qui permet l'assurance d'avoir des embryons viables. Alors il y a d'autres hypothèses qui ont été émises pour expliquer le fait d'avoir deux classes de gamètes différentes, et qui, de façon un peu non intuitive, en fait, reposent sur l'hérédité des mitochondries. Donc, vous savez que dans une cellule eucaryote, donc il y a le noyau qui protège l'information génétique, et dans le cytoplasme, il y a des mitochondries qui sont en fait, des anciennes bactéries qui ont été un peu domestiquées, qui ont fait une symbiose avec la cellule eucaryote, qui sont des anciennes bactéries et donc qui conservent encore un peu de leur ADN initial. Donc les mitochondries se répliquent de façon autonome dans le cytoplasme avec leur propre ADN. Et donc elles sont aussi soumises à sélection. Et il peut y avoir sélection de mitochondries qui sont moins efficaces, mais qui se répliquent plus facilement. Donc si vous regardez, par exemple, vous avez deux parents avec deux types mitochondriaux différents, ils vont féconder et donner un œuf avec les deux types de mitochondries. Et si on imagine que la rouge ici est moins efficace, parce que par exemple elle a perdu quelques gènes, mais du coup elle se réplique plus vite, elle va augmenter en fréquence, puisqu'elle se réplique plus vite, même si elle est moins efficace. Et donc elle va envahir, et à la fin on ne retrouvera plus qu'elle dans le zygote, dans l'œuf. Donc c'est désavantageux globalement pour la cellule, mais ça va quand même envahir, puisque ça a un avantage de réplication, ça augmente en fréquence. Et donc par contre, c'est désavantageux pour le génome nucléaire. Et donc on peut imaginer qu'il y ait une sélection, et on peut le montrer avec des modèles mathématiques, une sélection pour qu'il y ait des gènes dans le génome nucléaire qui évitent cette prolifération de mitochondries un peu tricheuses qui se répliquent plus vite mais qui sont moins efficaces. Et pour faire ça, pour qu'il puisse y avoir une sélection des mitochondries les plus efficaces, en fait, il faut qu'il y ait transmission d'une seule mitochondrie dans l'œuf. Parce que si à partir du moment où il y a un mélange des deux mitochondries, de deux types mitochondriaux, le plus rapide, la mitochondrie qui se réplique le plus vite, va envahir l'œuf et donc à terme la population, même si elle est moins efficace. Par contre, si vous imaginez qu'il y a par exemple des types sexuels ou des sexes différents et qu'il n'y a qu'un seul sexe ou un seul type sexuel qui peut transmettre la mitochondrie, donc il n'y aura qu'un type de mitochondrie par œuf, et donc là, il pourra y avoir une sélection des meilleures mitochondries inter-œuf, inter-individu. Donc là, vous avez une transmission, ce qu'on appelle uniparentale des mitochondries, seulement la mère ou seulement un type sexuel transmet les mitochondries. Ici, la mitochondrie plus efficace, moins efficace, mais qui se réplique mieux. Ici, ça va être la plus efficace qui se réplique moins vite. Mais comme elle est plus efficace, elle permet une meilleure survie des descendants, et donc elle va augmenter en fréquence dans la population. Elle a plus son avantage de réplication intrinsèque à court terme qui peut lui permettre d'envahir la population. Et donc là, on peut imaginer que c'est bénéfique pour le génome nucléaire qui peut sélectionner ces mitochondries plus efficaces et moins tricheuses. Et on connaît des mutants, par exemple, tricheurs de mitochondries, par exemple chez la levure, qui sont moins efficaces, qui se répliquent plus vite et qui peuvent envahir parfois des populations. Et donc il a été suggéré que l'évolution des sexes ou des types sexuels serait juste pour éviter l'invasion de mitochondries tricheuses qui se répliqueraient plus vite et en étant moins efficaces. Donc il y a encore une fois plusieurs hypothèses, et ce n'est pas encore tranché sur l'évolution de l'anisogamie, des mâles et des femelles. Donc ça peut être une sélection disruptive sur la taille des gamètes, une sélection pour des gamètes plus petits et en réponse une sélection pour des gamètes plus gros. Ça peut être pour cette hérédité uniparentale des mitochondries. En tout cas, dans ces deux hypothèses,
il peut y avoir que 2 sexes qui évoluent, que 2 types sexuels. On monte dans les modèles mathématiques, dans ces cas-là, on n'arrive pas à faire évoluer un 3e sexe qui aurait une 3e taille de gamètes, ou ici, pour l'hérédité uniparentale des mitochondries, c'est plus facile, quand il n'y a que 2 sexes ou 2 types sexuels, de dire qui transmet les mitochondries. Alors il y a quelques ciliés où il y a 13 types sexuels avec une hiérarchie très forte de savoir qui transmet quelle mitochondrie suivant avec quel type sexuel on se reproduit. Mais bon, c'est plus compliqué à évoluer, à mettre en place. Et alors, donc, il y a d'autres hypothèses pour expliquer en particulier les types sexuels. Donc chez les plantes aussi, il y a des types sexuels en plus des fonctions mâles et femelles. Il y a des gènes qu'on appelle, chez certaines espèces, d'auto-incompatibilité. Donc un pollen ne peut féconder une plante que s'il a un allèle différent de la plante mère à un locus en particulier dans le génome. Donc c'est une forme de type sexuel. Et donc ça, on pense que ça a pu être sélectionné pour favoriser la low-fécondation. Tant qu'à payer le coût de la reproduction sexuée, autant le faire avec un individu qui est très différent de soi-même pour maximiser la diversité génétique produite dans les descendants. Ça peut être pareil chez les types sexuels, chez les champignons, pour éviter de se croiser avec soi-même, avec un clone avec lequel ça n'a aucun avantage de faire de la reproduction sexuée. Dans ces cas-là, on sélectionne pour des milliers de types sexuels, puisque dans ces cas-là, chaque nouveau type sexuel rare a un avantage puisqu'il est compatible avec tous les autres types sexuels de la population, et donc il augmente en fréquence. Et effectivement, chez ces champignons ou chez les plantes, il y a des milliers ou des centaines de types sexuels à ces locus-là, puisque chaque nouveau allèle rare a un avantage et augmente en fréquence dans les populations. Et donc, sauf dans les cas où il y a un contrôle de l'hérédité chez les mitochondries, comme dans les champignons où il y a un contrôle de l'hérédité par les mitochondries, où seul un type sexuel transmet les mitochondries. Dans ce cas-là, il n'y en a que 2, parce que probablement c'est trop difficile à faire évoluer des hiérarchies compliquées pour la transmission des mitochondries. Alors, il peut y avoir aussi des contraintes. On avait vu aussi qu'il ne faut pas oublier les contraintes dans l'évolution. On ne peut pas faire évoluer des chevaux ou des éléphants avec des pattes toutes fines. Ça ne fonctionne pas, leurs pattes casseraient. Donc, Gould et Levandin avaient pris l'exemple des écoinçons de la chapelle de Saint-Marc en disant on peut imaginer expliquer pourquoi c'est si que l'architecte a fait ces écoinçons pour bien décorer comme ça, mais en fait c'est juste on a besoin de les faire pour faire ce dôme. C'est juste une contrainte architecturale de vouloir faire un dôme. Et donc il disait pareil en évolution, on peut pas, il ne faut pas toujours chercher une explication adaptationniste d'évolution de sélection naturelle. Peut-être des fois c'est juste des contraintes physiques ou autres. Et effectivement, sur le nombre de types sexuels, chez les champignons, donc chez les ascomycètes qui sont en particulier les pourritures des fruits, des plantes, il n'y a que 2 types sexuels, mais qui sont des gènes très différents, à tel point qu'on les appelle des idiomorphes. Ils ne sont même pas alignables, ils sont extrêmement différents. Et dans ce cas-là, on peut imaginer que c'est difficile de faire évoluer un 3e type sexuel. Et effectivement, ces ascomycètes n'en ont que 2, et c'est peut-être juste des contraintes dans ce cas-là à faire évoluer un 3e type sexuel à partir de séquences qui sont très différentes. Après, une autre question sur l'évolution de la reproduction sexuelle et des sexes différents dont vous parlera Jackie Chaïkov en séminaire après, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des espèces où il y a des sexes séparés, en particulier chez les plantes, c'était très fréquent où il y a des hermaphrodites. Donc chaque individu est capable de produire des gamètes mâles et femelles, alors qu'il y a des plantes comme ici, qui sont ce qu'on appelle dioïques, c'est-à-dire qu'il y a des individus qui sont seulement femelles et des individus qui sont seulement mâles. Donc pareil, comment on peut expliquer ça ? On pourrait imaginer que c'est avantageux d'être hermaphrodite, puisqu'on peut se reproduire à la fois par la voie mâle et par la voie femelle. Ça devrait augmenter le nombre de descendants qu'on laisse à la génération d'après et donc être sélectionné. Et pourtant, il y a des espèces qui sont dioïques. Donc comment ça a évolué ? Pourquoi ? Donc, pareil chez les animaux. Alors, les hermaphrodites sont beaucoup plus rares chez les animaux, mais ils existent. La plupart ont des mâles et des femelles. Pareil, pourquoi ? Alors, donc Jackie vous en parlera davantage, mais donc une des réponses, ça peut être que quand on est spécialiste, il vaut mieux être spécialiste pour mieux faire une chose en particulier plutôt que de moins bien faire
plein de choses différentes. Et donc peut-être qu'en étant que femelle, on peut être une bien meilleure femelle, et en étant que mâle, un bien meilleur mâle, et que du coup, globalement, on laissera quand même plus de descendants que si on était un hermaphrodite qui fait pas très bien aucun des deux. Alors, encore une autre question liée à la reproduction sexuée et au sexe différent, c'est pourquoi il existe des chromosomes sexuels aussi différenciés. Donc, vous savez que chez l'être humain en particulier, chez les mammifères, les femelles ont 2 chromosomes X et les mâles ont un chromosome X et un chromosome Y, et c'est même ça qui détermine le fait d'être mâle, d'avoir un chromosome X et un chromosome Y. Donc, vous voyez ici, à la taille réelle, ces 2 chromosomes, le Y est vraiment tout petit, complètement dégénéré, vraiment dégénéré dans le sens où il n'a pratiquement plus aucun gène. Et pourtant, au départ, ça a évolué à partir de chromosomes homologues. C'était 2 chromosomes identiques. Il y a un gène de déterminisme du sexe mâle qui est apparu sur le chromosome Y. Et petit à petit, il y a de la reproduction. La recombinaison a été supprimée entre les 2 chromosomes. Et le chromosome Y a perdu progressivement au cours du temps la plupart de ses gènes. Et donc la question, c'est pourquoi il n'y a plus de recombinaison entre le X et le Y tout le long du génome et qui fait qu'il est complètement dégénéré. Donc il n'y a plus de recombinaison. Donc le X peut quand même recombiner chez les femelles. Le Y recombine jamais, puisqu'il n'est jamais en face d'un autre Y. Et du coup, c'est pour ça qu'il dégénère. On a vu, c'est le cliquet de Muller. Quand il n'y a pas de recombinaison, on accumule les mutations délétères, on dégénère et on ne peut pas restaurer, purger les mutations délétères. Donc on comprend bien pourquoi le chromosome Y dégénère, puisqu'il ne recombine jamais. Mais la question, c'est pourquoi il ne recombine pas avec le X sur toute sa longueur. Donc ce qu'on a pu observer, ce qu'on a pu documenter, c'est qu'au départ, il y avait juste une petite région qui ne recombinait pas entre le X et le Y, à l'endroit où il y a le gène de déterminisme du sexe. Donc sur le chromosome Y, il y a un gène qui contrôle le fait d'être mâle. Et cette région qui ne recombine pas entre le X et le Y s'est étendue au cours du temps progressivement en plusieurs étapes. Au départ, c'était juste autour du gène de déterminisme du sexe. Ça a augmenté en une étape, en 2 étapes. Il y a eu 4 étapes comme ça qui a augmenté la région qui ne recombine pas entre le X et le Y. Et la question, c'est pourquoi ? On ne sait toujours pas. Pourquoi il ne suffit pas juste de cette petite région autour du gène de déterminisme du sexe qui ne recombine pas pour faire des mâles et des femelles. Donc, il y a donc les chromosomes sexuels, ce n'est pas que chez les mammifères, il y a aussi chez les oiseaux, chez des plantes. Et donc, l'hypothèse qui a prédominé pendant longtemps, c'était il y a plein de gènes qui ont des allèles, des variants génétiques qui sont mieux chez les mâles, mais moins bien chez les femelles. Par exemple, le fait d'avoir une couronne, c'est sous sélection sexuelle, comme on avait vu la semaine dernière. Ça permet aux mâles d'avoir plus de femelles, donc c'est sélectionné. Par contre, chez les femelles, c'est contre-sélectionné. Pareil chez les oiseaux, il y a plein d'espèces où les mâles ont des couleurs vives parce que ça leur donne un avantage en termes d'accès aux femelles. Par contre, ça attire aussi des prédateurs. Et donc les femelles, elles, sont plutôt sélectionnées pour être plus ternes et avoir moins de couleurs. Donc il y a plein de gènes comme ça, avec des variants génétiques bénéfiques chez les mâles, mais pas bénéfiques chez les femelles ou inversement. Donc l'hypothèse pendant longtemps, c'était que il y a ces gènes-là, avec un allèle qui est bénéfique chez les mâles mais pas chez les femelles, intuitivement, il pourrait y avoir une sélection pour qu'ils soient liés au gène de déterminisme du sexe, pour que les variants qui sont bénéfiques que chez les mâles soient que chez les mâles, sur le chromosome Y. Donc c'est assez intuitif, et s'il y a plein de gènes comme ça, on pourrait imaginer qu'ils soient sélectionnés pour être sur le chromosome Y et complètement liés au variant génétique déterminisme du mâle sur le Y. Et pourtant, on a trouvé très peu de preuves de cette hypothèse. En fait, la plupart des gènes comme ça, qui sont ce qu'on appelle sous sélection antagoniste entre mâles et femelles, avec un variant génétique bénéfique chez les mâles et pas chez les femelles, en fait, ils ne sont pas sur les chromosomes sexuels, ils sont juste régulés avec des hormones. Donc cette hypothèse n'a pas l'air de tenir. Et en plus, on trouve aussi des chromosomes sexuels chez les champignons qui n'ont pas de mâles et de femelles. On a trouvé par exemple, donc c'est chez ce champignon qui stérilise ses plantes, on a des chromosomes avec des types sexuels, et la suppression de recombinaison a étendu au cours du temps
jusqu'à, de la même façon, occuper tout le chromosome sexuel. Progressivement, il y a une suppression de recombinaison qui a augmenté, et pourtant, il n'y a pas de mâle et de femelle dans cette espèce, et il n'y a pas de différence entre types sexuels. Donc on ne peut pas imaginer des gènes comme ça, sous sélection antagoniste, qui sélectionneraient pour de la suppression de recombinaison. Donc on a fait un modèle pour tester une autre hypothèse, pareil, un modèle mathématique. On utilise beaucoup de modèles mathématiques en biologie évolutive parce que des fois, souvent, c'est difficile de faire des expériences parce que ça se passe sur des très grandes pas de temps, des milliers de générations. Et puis, des fois, on n'a juste pas le caractère variable pour faire l'expérience. Là, on n'a juste pas le caractère ancestral sans suppression de recombinaison. Donc, on fait des modèles mathématiques pour tester si une idée fonctionne et quelles prédictions on peut faire qu'elle, on pourrait tester expérimentalement. Et donc, on a testé l'hypothèse que cette suppression de recombinaison qui crée ces X et Y très différents pourrait en fait être due juste pour abriter des mutations délétères récessives qu'on a tous dans nos génomes. Donc des mutations délétères, c'est-à-dire par exemple des variants génétiques qui vont causer une maladie génétique quand ils sont à l'état homozygote. Qui sont récessifs, c'est-à-dire que tant qu'ils sont en face d'un autre chromosome qui a un gène qui fonctionne, ça va. Mais s'ils sont homozygotes, si un individu a hérité les deux mutations qui ne fonctionnent pas des deux parents, dans ce cas-là, il y a une maladie génétique. Et on sait qu'il y a plein de maladies génétiques qui s'égrègent dans les populations, en particulier humaines. On est tous porteurs d'au moins 4 variants de maladies génétiques graves qui ne s'expriment pas parce qu'elles sont à l'état hétérozygote, elles sont protégées par un allèle qui fonctionne de l'autre parent, et elles s'expriment que quand on a la malchance d'avoir hérité des deux parents le même mutant délétère qui ne fonctionne pas. Et donc, dans toutes les espèces, c'est pareil, on sait qu'il y a plein de mutations délétères qui s'égrègent comme ça dans les populations naturelles, mais elles sont abritées quand elles sont à l'état hétérozygote. Et donc, on a testé l'hypothèse que cette suppression de recombinaison pourrait évoluer pour abriter ces mutations délétères. Parce que si on supprime la recombinaison, une mutation délétère va être de façon permanente hétérozygote, protégée par un allèle fonctionnel. Donc, on a simulé des génomes avec plein de mutations délétères et de temps en temps des inversions chromosomiques qui suppriment la recombinaison. Et donc, si par hasard une inversion se produit et capture moins de mutations délétères que la moyenne de la population, elle va être avantagée. Ça arrive la moitié du temps qu'une mutation délétère capture moins de mutations délétères qu'en moyenne dans la population. Elle augmente en fréquence, puisqu'elle a un avantage. Mais si elle augmente en fréquence, elle va se retrouver de façon homozygote. C'est un certain nombre du temps, et elle va avoir du coup un désavantage. Elle ne pourra pas trop augmenter en fréquence. Sauf si elle est sur le chromosome Y, auquel cas, elle est toujours hétérozygote. Si on imagine une inversion qui se produit autour du gène de déterminisme mâle sur le chromosome Y, il va être toujours à l'état hétérozygote, et donc les quelques mutations délétères qu'il porte seront toujours protégées. Et donc cette inversion, elle va donner un avantage avec quelque chose qui n'a rien à voir avec le fait d'être mâle et de femelle, mais parce qu'elle protège l'expression de mutations délétères et donne un avantage de jamais exprimer ces maladies génétiques à l'état homozygote. Et donc on a simulé dans le modèle, et ça fonctionne très bien. On arrive à faire évoluer des chromosomes sexuels, c'est-à-dire en partant d'un chromosome XY qui recombine sur toute sa longueur, on fait apparaître des inversions qui suppriment la recombinaison régulièrement. Elles sont sélectionnées parce qu'elles abritent les mutations délétères, et petit à petit, on supprime la recombinaison sur tout le chromosome Y. Et donc ça fonctionne sur les chromosomes X et Y, mais aussi sur les chromosomes de type sexuel des champignons. Donc on a vu quelles hypothèses existent pour expliquer la reproduction sexuée, quelles hypothèses existent pour expliquer qu'il y a autant de mâles que de femelles, pourquoi il y a des mâles et des femelles, et pourquoi il y a des chromosomes sexuels. Et on va voir maintenant donc quelque chose de complètement différent, c'est pourquoi les organismes vieillissent-ils, pourquoi il y a une sénescence et pourquoi il n'y a pas une contre-sélection du fait de vieillir. Donc, la sénescence, c'est un déclin physiologique, une augmentation de la fréquence des maladies, une diminution de la fertilité, une augmentation de la mortalité. Et ça se produit dans la plupart des organismes, et en particulier chez l'être humain. Si on regarde l'augmentation de l'incidence de maladies en fonction de l'âge
de différentes maladies, elle augmente à différents taux, mais globalement, jusqu'à 40 ans, ça va à peu près, et puis après, toutes les maladies augmentent en fréquence assez vite. La fertilité chez les femmes, donc, elle augmente avec l'âge jusqu'à la maturité sexuelle, mais après, elle diminue progressivement avec l'âge. La mortalité, donc, il y a la mortalité infantile, mais après, ça diminue, et après, ça augmente à partir de 30-40 ans linéairement avec l'âge. Et ce n'est pas propre de l'être humain. Chez la plupart des animaux, donc vous voyez ici la fertilité des cerfs ou des biches, donc ça diminue avec l'âge. Le nombre de survivants donc, diminue avec l'âge. La mortalité augmente avec l'âge. Et pourtant, ce n'est pas non plus universel. Il y a des organismes qui vieillissent jamais. Donc ils peuvent mourir de causes externes, mais ils n'ont pas de sénescence. Leur fertilité ne diminue pas avec l'âge, leur taux de survie intrinsèque ne diminue pas avec l'âge. Donc il y a certains arbres très vieux, celui-là a 4600 ans, il ne vieillit pas, il n'y a pas de déclin de fertilité ou de capacité métabolique, physiologique. La plupart des champignons ne vieillissent jamais. Ils continuent à pousser indéfiniment, à être autant fertiles. Il y a même des animaux qui ne vieillissent pas, qui peuvent vivre très vieux, qui peuvent mourir de causes externes, mais qui n'ont pas de sénescence intrinsèque. Donc, pourquoi on vieillit? Pourquoi la plupart des organismes vivants vieillissent? Donc, encore une fois, comme on avait vu en premier cours, il faut distinguer les mécanismes proximaux et évolutifs. Donc, on peut se dire pourquoi proximalement on vieillit? Parce qu'il y a plein d'erreurs qui s'accumulent dans notre ADN, il y a des radicaux libres qui sont produits qui endommagent l'ADN. Ça, c'est vrai, mais c'est des causes proximales. Les télomères, les bouts des chromosomes diminuent avec l'âge, ça protège moins les chromosomes. Mais la question, c'est pourquoi ce n'est pas contre-sélectionné? Pourquoi il n'y a pas une sélection qui évite, qui répare les ADN, qui évite la production de radicaux libres, qui répare les télomères? On pourrait pourtant imaginer que ça devrait avoir un avantage. Un variant génétique ici qui permet de faire encore des descendants à 50 ans devrait globalement permettre de laisser plus de copies de lui-même. Il devrait augmenter en fréquence dans les populations. Pareil, un variant qui fait qu'on vit un peu plus longtemps et donc on pourrait se reproduire un peu plus longtemps devrait être sélectionné. Pourquoi ce n'est pas le cas? Donc, une des premières réponses a été, encore une fois, un peu panglossien. C'est pour le bien de l'espèce, pour laisser la place aux jeunes, pour que les populations évoluent. Mais ça, c'est panglossien. La vraie question, c'est pourquoi est-ce qu'un variant génétique qui ferait qu'on vivrait un peu plus longtemps ou qu'on serait fertile un peu plus longtemps, pourquoi ce n'est pas sélectionné? Alors, on ne peut pas éviter la question de ça peut être des contraintes. Peut-être que le fait de vivre, de produire des métabolites fait qu'il y a des radicaux libres qui sont produits et qu'on ne peut pas faire autrement, que c'est des contraintes, comme l'idée des équations de la Chapelle-Saint-Marc. Peut-être qu'on ne peut pas faire autrement si on vit, et plus on vit vite, plus on produit des radicaux libres et plus on meurt jeune. Et d'ailleurs, c'est le cas chez les souris. On peut montrer plus un individu est actif, plus il va mourir jeune. Et globalement aussi chez les espèces. Est-ce que c'est vraiment une contrainte? Alors, si c'est une vraie contrainte, on ne pourrait pas sélectionner pour une plus grande longévité. Si on prend des drosophiles dans des cages à population, on fait évoluer des populations. Si c'est une vraie contrainte, on ne devrait pas pouvoir sélectionner. Et pourtant, on peut sélectionner pour une moins grande sénescence et pour une plus grande longévité. Ça veut dire qu'il existe de la variabilité génétique et qu'on peut sélectionner. Donc là, si on regarde, il y a des expériences qui ont été faites en sélectionnant des mouches, des drosophiles qui, soit en rouge, ont une reproduction tardive ou en bleu, une reproduction précoce. Donc les lignées bleues, on garde la même longévité. Les lignées rouges ont une longévité qui augmente. Donc ce n'est pas impossible, ce n'est pas au moins que des contraintes. Donc pourquoi il n'y a pas une sélection pour une plus grande longévité et une moindre sénescence? Donc si on regarde, encore une fois, ce graphique, ces maladies, pourquoi il n'y a pas une contre-sélection des erreurs d'ADN qui font qu'on a cette maladie à cet âge-là? Une des réponses, c'est que si de toute façon la mortalité, si de toute façon 90% de la population est mort à 35 ans, il ne peut pas y avoir contre-sélection de variants génétiques qui s'expriment plus tard. D'accord? Si de toute façon la reproduction, c'est le fait de faire des enfants plus tard,
que 35 ans ici est très faible, la sélection pour éviter ces maladies à cet âge-là est très faible. Et en fait, en particulier chez l'être humain, pendant très longtemps, pendant la plupart de notre histoire, les gens n'ont pas vécu jusqu'à 80 ans. Donc il n'y a pas eu de contre-sélection de cette sénescence. Et peut-être que, et donc globalement, cette hypothèse évolutive fait la prédiction que si on compare plein d'espèces, le vieillissement devrait être d'autant plus rapide que la mortalité extrinsèque est élevée. D'accord ? Plus vous avez une grande probabilité de mourir par un prédateur avant 10 ans, plus la sénescence devrait être tôt dans la vie par rapport à une espèce où la moyenne de la population meurt à 20 ans. Et donc on peut faire des expériences, on peut tester cette hypothèse. Donc encore une fois, soit en faisant des expériences de sélection chez des mouches. Donc là, il y a pareil avec des cages à population de drosophiles. On peut soit sélectionner cette fois pour une... on exerce une forte mortalité extrême. Par exemple, à chaque génération, à un moment donné, on tue 90% de la population, ou on laisse la population vivre et mourir juste suivant son taux intrinsèque. Et bien, quand on exerce une haute mortalité externe, la mortalité augmente par rapport à la population initiale, et effectivement, il y a une moindre contre-sélection de la sénescence, et donc un plus grand taux de sénescence qui évolue. Et si on compare entre espèces, donc chez les oiseaux par exemple, chez les mammifères, il y a une étude qui a été faite en étudiant le taux de mortalité extrinsèque par exemple dû à la prédation, et on voit qu'il y a une très bonne corrélation entre le taux de sénescence et la mortalité. Plus le risque par an de mourir d'une cause externe est grand, plus le taux de sénescence est élevé, parce que moins il y a une forte sélection pour investir dans la réparation de l'ADN, dans le maintien des capacités métaboliques, puisque de toute façon, tout investissement en ressources ne servira à rien, puisqu'il y a une forte probabilité de mourir d'une cause externe plus tard. Et donc chez les champignons, je vous ai dit qu'il y avait très peu de sénescence. Alors il y a quelques espèces qui vieillissent, comme ce Podospora qui, on voit au bout d'un moment, il arrête de pousser. Donc il vieillit, il meurt intrinsèquement. Et en fait, ces rares champignons qui montrent une sénescence, un vieillissement, c'est ceux qui vivent dans des habitats éphémères, en particulier des fécès d'herbivores. Et donc effectivement, on peut imaginer que dans ces habitats, il y a une forte mortalité externe et donc une moindre contre-sélection d'une moindre sénescence. Alors il y a une autre hypothèse pour expliquer le vieillissement qui n'est pas exclusif, toujours, c'est ce qu'on appelle la pléiotropie antagoniste, c'est-à-dire que c'est un même gène qui aurait un effet bénéfique jeune, mais un effet délétère plus âgé. Donc, par exemple, une meilleure fécondité jeune, mais une maladie plus fréquente âgée. Et dans ces cas-là, comme de toute façon, il y a un certain taux de mortalité chaque année, tout avantage tôt est toujours exprimé. Et par contre, le désavantage tard n'est pas exprimé si de toute façon on est mort avant. Et donc un avantage tôt a toujours globalement plus d'avantages qu'un avantage tard dans le cycle de vie. Et donc ça pourrait aussi sélectionner pour des allèles qui malheureusement donnent une maladie plus tard. Et on a certaines preuves que ce type de gène existe. Par exemple, il y a certaines souris qui possèdent des cellules qui ne sénescent pas. En fait, elles meurent plus jeunes de cancer, puisque c'est justement des cellules qui se répliquent, qui ne vieillissent pas, qui continuent à se répliquer alors qu'elles ne devraient pas. Et on a observé, par exemple, des corrélations négatives entre la fécondité des jeunes et la longévité, même chez l'être humain, ou chez la souris, avec des croisements entre lignées. On connaît aussi des gènes chez ce petit ver, c'est Norabditis, avec une mutation qui augmente la survie, mais réduit la fertilité. Et donc, on peut imaginer que ça va être contre-sélectionné, même si ce gène augmente la survie, s'il réduit la fertilité, il ne va pas être sélectionné. Et donc, c'est un même gène, un même allèle, qui a des effets antagonistes. Des mutations aussi chez la drosophile, avec des descendants qui ont des longévités plus élevées, mais pas d'ovaires. Donc, encore une fois, ils vivent plus longtemps, mais s'ils ne sont pas fertiles, ça ne peut pas être sélectionné. Donc globalement, on a une assez bonne connaissance de pourquoi les organismes vieillissent, et il y a plusieurs causes qui ne sont pas exclusives et qui ont l'air de tout agir.
Donc on ne peut pas sélectionner pour des effets à mutation tardifs s'il y a une mortalité extrinsèque de toute façon assez élevée en moyenne à l'âge où il s'exprime. Et donc d'autant plus tôt que la mortalité externe est élevée. Et il y a des gènes à effet pléiotrope qui sont bénéfiques jeunes et malheureusement délétères tardifs. Et ces allèles sont en général sélectionnés. Donc on a vu pourquoi il y a de la reproduction sexuée, pourquoi il y a des mâles et des femelles, pourquoi il y a autant de mâles que de femelles, pourquoi il y a des chromosomes sexuels, pourquoi on vieillit. Et donc encore une fois, comme on avait vu, on peut utiliser l'aphorisme de Dobzhansky, rien n'a de sens en biologie si ce n'est à la lumière de l'évolution. Si on veut vraiment comprendre pourquoi un comportement ou un caractère existe, il faut vraiment se demander comment il a pu évoluer et donc pourquoi il fait plus de copies de lui-même que les variants alternatifs. Donc la semaine prochaine, on verra la domestication. Donc on verra en quoi l'étude de la domestication nous permet de comprendre mieux l'évolution et l'adaptation des espèces. Et on verra en particulier la domestication des champignons du fromage. Donc là, vous avez la croûte du camembert, c'est fait par un champignon, Penicillium camemberti. Et le bleu, là, dans le fromage bleu, c'est fait par un champignon, un Penicillium roqueforti. On voit ici la forme en pinceau de ces pénicilliums. Et donc on verra qu'effectivement, on a domestiqué aussi ces champignons pour faire du meilleur fromage. On verra aussi comment on a domestiqué le pommier et qu'est-ce que ça nous apprend sur les processus d'adaptation des populations et des espèces. Et donc, comme on m'avait demandé la semaine dernière, quelques conseils de lecture pour ceux qui veulent approfondir ces différents aspects, et en particulier ce qu'on avait vu la semaine dernière. Merci pour votre attention.